0 baril de pétrole américain a franchi les douanes chinoises. Pas d'embargo, pas de communiqué. Juste une taxe de 10% et un système réécrit en silence. Pendant que Washington proclamait la domination énergétique, Pékin basculait ses contrats vers la Russie, l'Iran, les Émirats et l'Arabie Saoudite en nuances. Bloomberg, Reuters, le Wall Street Journal et le Financial Times racontent la même histoire. Ce n'est pas une baisse, c'est une sortie. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre comment la Chine a neutralisé le levier du dollar et pourquoi cela redessine le pouvoir mondial. Le détail qui change tout arrive à la fin. Le port de Corpus Christi était silencieux. Aucun pétrolier à l'horizon, aucun moteur qui vrombit, aucun contrat qui tombe. À la mi-2025, les expéditions de pétrole américains vers la Chine avaient disparu, passant de 160 000 barils par jour à presque zéro. Pas d'embargo, pas de communiqué, juste une taxe de 10% et le grand pari d'exportation des États-Unis soudainement ignoré. Au moment précis où Donald Trump déclarait que la domination énergétique était acquise, la Chine cessait de répondre au téléphone. Les ports américains, construits pour approvisionner le plus grand acheteur du monde, tournèrent désormais à moitié, ne servant plus personne. Les oléoducs qui rugissaient autrefois ne font plus que goûter. Les réservoirs se bombent, non pas par surabondance, mais par désintérêt. À Washington, Trump tweetait encore sur les éoliennes qui tueraient les oiseaux, pendant que Pékin reprogrammait en silence l'avenir du pétrole mondial, et pas en dollars. Ce silence n'était pas accidentel, il était stratégique. En avril 2025, la Chine avait verrouillé des contrats d'approvisionnement pluriannuels avec la Russie, l'Iran, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Selon Bloomberg, la plupart étaient libellés en yuan. Pas un seul accord n'est passé par le système bancaire américain. Ce n'était pas une diversification, c'était une extraction. Retirer complètement le pétrole américain de son système sanguin. Et l'ironie, c'est que l'Amérique avait contribué à bâtir l'infrastructure d'exportation qui reste aujourd'hui inutilisée. Entre 2015 et 2023, les ports de la côte du Golfe ont reçu plus de 25 milliards de dollars d'investissement. Nouveaux terminaux, quais agrandis, chenaux approfondis, tout calibré pour des expéditions à haut volume vers l'Asie, en particulier la Chine. La logique était claire, s'assurer une position dominante sur le marché pétrolier à la croissance la plus rapide du monde. Mais en 2025, ce pari s'est effondré. Les raffineurs chinois n'ont pas attendu une clarification politique. Ils ont cessé de réserver des cargaisons américaines. Même avec des baisses de prix, Reuters confirmait en mai que les barils américains décotés étaient toujours délaissés. Non par manque d'offres, mais parce que la Chine avait déjà reconfiguré son système d'importation. Raffineries optimisées pour les bruts russes et moyen-orientaux, réseaux de paiement structurés autour du yuan et routes maritimes arrimées à des fournisseurs hors du contrôle de Washington. Et que fit la Maison-Blanche ? Selon le Wall Street Journal, elle a doublé la mise, blâmant le Canada pour les prix du bois et menaçant le Mexique de tarifs, tout en ignorant l'évaporation du commerce pétrolier qui avait pourtant justifié les expansions d'exportation les plus ambitieuses de l'Amérique. Ce n'était pas du sabotage, c'était une reddition déguisée en stratégie. Pendant que Trump se proclamait vainqueur face à l'OPEP, la Chine redessinait la carte, silencieusement, durablement. L'Inde a suivi de près. En juillet, New Delhi a signé des contrats élargis avec Rosneft et Saudi Aramco, adossés à des règlements en yuan. La Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie ont ajusté leurs mécanismes d'achat pour favoriser les facturations hors dollars. Même le Vietnam, allié des États-Unis sur le papier, a commencé à revoir ses contrats de long terme pour calquer la structure chinoise. Rien de tout cela n'impliquait des chars ou des traités, juste de la paperasse, des contrats. Le champ de bataille, c'était des tableurs Excel, pas des champs de bataille. Pendant ce temps, les exportateurs américains se débattaient. Les parcs de stockage de la côte du Golfe affichait un taux d'utilisation inférieur à 60% dès juin. Le terminal pétrolier de Corpus Christi, conçu pour traiter 3 millions de barils par jour, a vu ses flux sortants passer sous le million. Ce n'était pas une fluctuation, c'était un abandon. Et pourtant, la réponse de l'administration a été de prétendre que cela prouvait que l'Amérique n'avait pas besoin de la Chine. La contradiction est totale. Toute la stratégie d'exportation américaine était construite autour de la Chine. Lorsque Trump a inversé sa propre politique tarifaire sur l'aluminium, ce fut un aveu. Non pas de souplesse, mais de perte de levier. Selon le Financial Times, le Canada et le Mexique font désormais transiter plus de 120 milliards de dollars de commerce annuel par leur propre corridor atlantique et pacifique contournant le territoire américain. Pourquoi ? Parce que la constance compte plus que les slogans et que la notion de levier à Washington était devenue synonyme de volatilité. Mais le pétrole n'est pas qu'un produit. C'est du pouvoir et le pouvoir circule par la monnaie. À la mi-2025, Bloomberg rapportait que plus de 80% des importations pétrolières chinoises n'étaient que plus réglées en dollars. Cela compte, parce que chaque dollar exclu, c'est une unité de moins dans la tuyauterie financière américaine. Et sans ce flux, la capacité de surveiller, de restreindre ou de sanctionner s'affaiblit. L'Iran l'a bien perçu. Au deuxième trimestre 2025, les achats chinois de brut iranien ont grimpé à 1,7 million de barils par jour, soit 10 fois ce que les États-Unis avaient jamais expédié à la Chine.
Une grande partie a transité par la Shadow Fleet, ce réseau de pétroliers opérant sous pavillon falsifié, société écran et documents gris. Ce n'était pas seulement contourner les sanctions, c'était les effacer. Selon le Wall Street Journal, malgré un durcissement des sanctions sur le transport maritime iranien début 2025, les mécanismes de contrôle n'ont pas réussi à tracer au moins 40% de ces exportations. Les typos chinois, ces petites raffineries privées, ont absorbé ce brut sans hésiter. Moins cher, plus simple et surtout pas américain. Ce qui faisait la force du pétrole américain, son prix, son volume, son image de molécule de liberté, a été neutralisé par la fiabilité, la commodité de paiement et la géopolitique. Et si l'administration pensait que l'Iran était une exception, elle ne regardait pas l'Arabie Saoudite. La compagnie nationale Saudi Aramco a non seulement accepté des règlements en yuan pour certains acheteurs chinois, mais aussi investi des milliards dans des capacités de raffinage en Chine. Une infrastructure co-détenue, c'est une clientèle verrouillée. Une clientèle verrouillée, c'est de la prévisibilité de long terme, l'exact opposé de ce que proposaient les États-Unis. Selon le Financial Times, les réserves stratégiques de la Chine ont franchi en juillet 2025 le seuil des 3 mois d'importation, atteignant et dépassant les recommandations de l'AIE, les fournisseurs, Russie, Iran, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite. Aucun paiement en dollars, aucune empreinte de Washington. Ce n'était pas qu'une question d'économie, c'était une question d'immunité. En bâtissant une architecture pétrolière indépendante de l'infrastructure financière américaine, la Chine a créé un pare-feu contre la pression de Washington. Pas de SWIFT, pas de sanctions, pas d'accès requis. La contradiction est flagrante. L'Amérique a passé 2 décennies à prêcher la sécurité énergétique, puis à militariser son propre système au point que les acheteurs s'en sont détournés. Et pendant que l'administration paradait rhétoriquement sur une victoire dans la guerre commerciale, le rôle central du dollar dans le règlement du pétrole mondial commençait à s'effriter. Au 3e trimestre, l'Inde avait rejoint le mouvement. Des accords avec la Russie et l'Iran, canalisés via des mécanismes de swaps roupie-yuan, permettaient d'éviter les banques occidentales. Même les raffineurs européens qui continuèrent d'acheter du brut américain négociaient des délais de paiement étendus et des options hors dollar pour atténuer le risque de change. Ce ne sont pas des ajustements politiques, ce sont des sorties structurelles. Les États-Unis n'ont pas seulement perdu la Chine comme acheteur, ils ont perdu le dernier monopole du pétrole, la capacité de fixer, de punir et de persuader par la monnaie. Et ce n'était pas sous la contrainte, c'était de la concurrence, tout simplement. Même le Canada, l'allié le plus ancien de l'Amérique dans le secteur pétrolier, avait discrètement réorienté ses exportations vers l'Asie. Un rapport de Reuters de juillet 2025 confirmait que les expéditions de brut canadiens via les ports américains avaient chuté de 40% sur un an. La raison, une imprévisibilité commerciale et des tarifs imposés alors que Washington tentait de renégocier tout, partout, en même temps. Alors, où cela laisse-t-il l'Amérique ? Avec des ports à moitié construits pour des acheteurs qui sont partis, des oléoducs qui ne mènent nulle part, des systèmes de paiement que plus personne n'utilise. Une stratégie qui supposait que le prix l'emporterait toujours sur la politique et qui a perdu. Le Financial Times écrit que les exportateurs américains poursuivent désormais des marchés secondaires en Europe, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Mais aucun n'égale la Chine en volume, en influence ou en stabilité des prix. On peut remplacer un client, on ne peut pas remplacer un marché. Et en août, ce marché avait déjà bougé. Ce qui reste, du bruit, des déclarations politiques, des infrastructures héritées et un président qui blâme encore les cancers des éoliennes pendant que le monde signe des contrats qui ne nous incluent plus. Ironie du sort, les États-Unis ont contribué à écrire les règles du commerce énergétique mondial. Maintenant, ils les rejettent et se font ignorer en retour. Personne n'a interdit le pétrole américain. On a simplement cessé d'en avoir besoin. Ce n'est pas de l'isolationnisme, c'est de l'irrélevance. Et l'irrélevance ne s'annonce pas, elle s'installe. Un contrat non renouvelé après l'autre, un pétrolier dérouté, un baril non réglé, un appel sans réponse. Le remaniement du pétrole mondial n'a jamais été une confrontation, c'était un calcul. Et Washington, malgré toute sa rhétorique, n'était pas dans la pièce où ces calculs ont été faits. En août 2025, les données de l'administration générale des douanes de Chine ont affiché un fait inédit. Pas un seul pétrolier américain n'a franchi ces douanes pendant tout le mois. 0 baril, 0 traitement, 0 retard. Ce n'était pas un bug, c'était une confirmation. Selon S&P Global, même les commandes de secours des raffineurs indépendants s'étaient entaries. Le pétrole américain n'était pas seulement indésirable, il était devenu inutilisable. Dans le même temps, la Bank of Communications, banque publique chinoise, déployait un nouveau protocole international de règlement autorisant des paiements directs en yuan entre fournisseurs d'énergie et importateurs chinois en contournant à la fois SWIFT et le dollar américain. Le Financial Times confirmait que des tests pilotes étaient déjà en cours entre des banques chinoises et des contreparties aux Émirats Arabes Unis et en Iran. Ce ne sont pas des essais, ce sont des alternatives qui prennent racine. Plus en profondeur encore, en juillet, Saudi Aramco a signé une coentreprise pour bâtir une infrastructure de compensation en yuan
au sein de la zone de libre-échange de Shanghai. Pas des terminaux pétroliers, des chambres de compensation. La Chine n'achète pas seulement du pétrole, elle institutionnalise la monnaie qui le paie. Ce n'est pas une guerre des devises, c'est un transfert de devises. Une transaction après l'autre, un partenariat après l'autre. Et Washington continue de brandir la menace de sanctions, pour un jeu auquel de moins en moins de pays participent. Le marché ne s'est pas détourné de l'Amérique, il a évolué sans elle. La question n'est plus « comment avons-nous perdu la Chine ?», mais que se passera-t-il lorsque le reste du monde comprendra qu'il n'a plus besoin de nous non plus ? Car lorsque le monde cesse d'appeler, ce n'est pas une tactique de négociation, c'est la nouvelle normalité.